Bonjour à tous, il est journaliste, président de l'Académie Goncourt, comédien à 16h. Il est à la Fnac Bellecour ce jeudi pour présenter son livre La mémoire n'en fait qu'à sa tête, paru chez Albin Michel. Nous avons le plaisir de recevoir Bernard Pivot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un amoureux des mots. En cette période présidentielle, certains mots sont privatisés. On parle d'En Marche pour les marcheurs, on parle de républicain pour les républicains. Et on peut être en marche et républicain en même temps. Hein. Oui, mais on peut marcher sans être marcheur. Oui, tout à fait. Est-ce que ça vous gêne pas un peu, vous qui aimez ces mots, d'avoir cette privatisation des mots par certains partis ou par certaines entreprises, par la communication ? Non, ça ne me gêne pas parce que ça a toujours été comme ça. Il y a des mots d'un seul coup qui font le buzz, comme on dit aujourd'hui, et autour desquels on se rassemble. Il y a des mots porteurs, il y a des mots qui disparaissent ensuite. Regardez, il y a des mots, par exemple, qui ont été créés par les banlieusards, qui sont entrés même parfois dans le Petit Larousse ou le Petit Robert, et puis qui ont disparu peu à peu. Donc les mots ont souvent une période d'effervescence, et puis ensuite disparaissent, un peu comme nous. Voilà. On va dire la communication parfois, on va dire, va simplifier des idées sur un mot. Est-ce que ça gêne pas pour l'esprit critique que vous avez longtemps mis en avant, vous mettez en avant toujours d'ailleurs. Mais prenons par exemple marché, c'était un concept, marché, c'est pas très original, hein, il n'y a pas de quoi vraiment sauter au plafond, mais c'est porteur, le type marche, ça donne l'impression de dynamisme, comme ça on avance, au marché, alors qu'on peut marcher aussi en arrière, hein, mais enfin bon, on marche, et donc ce mot a trouvé son public, même un très très large public, si j'en crois les élections, le résultat des élections. Donc voilà, mais c'est bien, je trouve qu'il y ait des mots qui s'imposent par rapport aux autres. Je voulais vous parler de philosophie. Hors antenne, vous m'avez dit, j'ai pas vraiment de compétences dans ce domaine-là. Non, je suis pas combien, je suis pas philosophe. Et vous avez même dit une réflexion que j'ai trouvée très intéressante sur le fait que vous aimeriez voir un homme politique dire je ne sais pas sur un sujet, vous-même qui dites je ne suis pas omniscient. Oui, mais dans le livre que vous avez cité là au début, la mémoire n'en fait qu'à sa tête. Je raconte que le principe de Peter, je suis un adepte du principe de Peter. C'est un livre qui a été sorti en 1970 à peu près. Alors c'est un livre drôle. Vous connaissez le principe de Peter, ça veut dire que dans toute hiérarchie, on arrive à un moment où on atteint son niveau d'incompétence. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs dans le domaine politique ou dans l'administration, les exemples se foisonnent. Bon, eh bien, moi j'ai toujours essayé, je me suis dit, mais c'est un livre drôle, mais c'est un livre sérieux finalement. Et je me suis toujours appliqué le principe de Peter. C'est-à-dire que je raconte que, par exemple, j'ai refusé le journal de 20 heures parce que je trouvais que je n'avais pas les compétences politiques pour avoir ce poste. Je préférais rester dans une émission littéraire qui était plus à ma portée. Eh bien, le principe de Peter aussi, je l'applique quand on m'invite, par exemple, à un débat à radio ou à la télévision. Et parfois, je dis non. Alors, on me dit, mais pourquoi ? Je dis pas tout simplement parce que je vous dirais que des banalités. Je n'ai pas de compétences particulières dans ce domaine. Est-ce que finalement, c'est une compétence de dire qu'on n'a pas de compétences ? Oui, non, enfin, c'est un paradoxe amusant, mais qui ne va pas bien loin. Hein. et donc, parfois, je dis non, je ne sais pas. Et c'est vrai que la notoriété n'est pas un brevet d'omniscience, pas du tout, pas du tout. Alors, il y a des domaines dans lesquels j'ai quelques lumières, et puis d'autres domaines dans lesquels, j'apprends, d'ailleurs souvent, j'aime beaucoup apprendre, et même à mon âge, j'adore apprendre. Le problème des vieux, souvent, c'est d'un moment, ils s'arrêtent d'apprendre, ils ne questionnent plus, ils n'ont plus de curiosité, ils sont empêtrés dans leurs souvenirs et ils ne racontent plus que leurs souvenirs. Non, pas du tout, mais il faut monter la curiosité pour le monde dans lequel nous vivons et essayer de s'informer, mais ce n'est pas pour autant qu'on est compétent pour parler de toutes les choses du monde. Ça vous dérange que parfois aujourd'hui la notoriété précède justement la compétence ? Oui, enfin, en règle générale quand même, il y a une certaine compétence qui donne de la notoriété, mais parfois, vous voyez des gens qui ont acquis une certaine notoriété dans un domaine et on les interroge dans d'autres domaines où ils montrent effectivement qu'ils sont incompétents. Ce qu'on n'a pas fait du coup. Vous parlez justement de ces vieux qui n'aimaient plus apprendre. Vous n'aimez pas glorifier le passé à outre mesure, même si parfois vous êtes assez dur avec le présent sur le rap, les choses comme ça. On ne peut pas tout aimer dans le présent. Vous avez raison. Mais vous qui avez vu ferrailler, vous avez ferraillé avec les intellectuels, les artistes, les penseurs de notre temps, est-ce que vous avez l'impression que la richesse du débat s'est un peu appauvrie depuis quelques années ?
Franchement, je ne sais pas, ça dépend dans quel domaine. Je pense que dans le débat politique, non. Alors, franchement, les débats politiques, on entend que ça à la télévision. Depuis un an, c'est effrayant. Mais profusion ne veut pas dire qualité. Oui, parfois il y a des débats quand même de bonne qualité, puis d'autres qui sont navrants, bien sûr. Mais il y a des débats, on ne les voit pas tous. Moi, je vois très bien, parfois je suis invité à assister, pas à participer, mais assister à des débats littéraires. Par exemple, à Lyon, il y a un festival de littérature qui est très intéressant. J'y ai participé une fois. Mode d'emploi Les assises. La villa. D'accord, les assises du roman à la Villa Les assises Gilet. du roman. Donc il y a des choses très très intéressantes, et avec des gens compétents, et pas seulement des Français, des gens qui viennent de l'étranger. Très bien. Je voulais rebondir là-dessus, sur Twitter. Le débat s'est déporté sur Twitter. Ça vous fait quoi d'être devenu une star de Twitter après une star en tant que... Star de Twitter. Quand même. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont la gentillesse de me suivre et de retweeter. Vous avez vu d'ailleurs que retweeter est entré dans le petit Robert. Le petit Robert. Donc, mais quel plaisir vous prenez à utiliser simplement à faire court. Ça, j'adore 140 signes, ça vous plaît énormément. J'adore. Twitter, c'est une école de la concision, et je trouve très agréable à la fois pour l'esprit et pour l'écriture. C'est la vivacité. La vivacité, mais en même temps aussi le condensé, de savoir dire en 140 signes, et en respectant la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, la ponctuation. Vous n'aimez pas les mots abrégés, tout ça? Pas du tout. Avec le lourd passé qui est le mien dans la langue française, si je me mets à abréger, là c'est la révolution. Là, non, je me fais jeter dehors. Non, pas du tout. Je respecte tout ça, mais c'est très amusant justement d'arriver à cerner en moins de 140 signes une pensée que je ne dis pas que c'est celle de La Rochefoucauld, de Rivarol, mais enfin avec un peu d'humour et au fond de dire des choses gaies, amusantes ou parfois sérieuses. Ça dépend l'humeur du moment, ça dépend l'humeur du Twitter. Donc ça m'amuse beaucoup. Oui. Dernière question, vous avez une passion qui colle à la peau de la ville de Lyon, ça c'est certain, c'est le vin. Oui. Vous avez créé en 2009 le comité de défense du Beaujolais. Oui. Mais j'ai surtout écrit un livre qui s'appelle Le dictionnaire amoureux du vin. Mais les deux vont de pair. Et ce que je voulais vous dire, en créant ce comité en 2009, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez réussi votre but, là où le Beaujolais, je trouve, retrouve ses couleurs? Non, enfin un peu. Je veux dire qu'il est en... On trouve ses lettres de noblesse. Il a une meilleure qualité. On sent qu'il y a quand même des gens qu'on rencontre, et notamment à l'étranger d'ailleurs. À l'étranger, où on voit il y a des gens qui d'un seul coup ont abandonné quelques idées reçues sur le Beaujolais, qui étaient stupides d'ailleurs. Beaujolais nouveau, oui, Beaujolais nouveau, etc. Et donc, moi, je le défends le mieux possible, mais je ne peux pas dire que le Beaujolais a retrouvé la notoriété qu'il avait il y a encore 25 ans, 30 ans. Désormais du très bon vin au Beaujolais. Il y a du très très bon vin au Beaujolais. Mais il y a toujours eu des très bons vins au Beaujolais. Et je pense qu'il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes viticulteurs, il y a des gens qui recherchent la qualité, pas seulement dans le Beaujolais, dans tous les vignobles de France, c'est comme ça. Il y a une recherche de la qualité. Parfois on me dit, ah ouais, mais c'était mieux avant. Je dis, oui, il y a des choses qui étaient mieux avant, puis il y a des choses qui sont mieux aujourd'hui. Par exemple, le vin est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. On buvait des bibines invraisemblables il y a 40 ans ou 50 ans. Dans le Languedoc-Roussillon, par exemple, il y avait des vins atroces. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a le vin, ils font de la qualité. Donc le vin, par exemple, est une chose qui est bien mieux aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle, bien entendu. Et le Beaujolais en particulier. Merci Bernard Pivot. On pourrait boire vos paroles pendant des heures comme le vin. Mais on va s'arrêter là. Merci à Élise qui était à la technique aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.